raconte. Christophe Andelatte. Je vais vous raconter un crime de 1922 en Bretagne, dans le Morbihan. Une fillette de 12 ans tuée à coups de marteau par une femme. C'est rare. Cette histoire, je la tire du livre de Christophe Belzer aux éditions de Boré, D'écume et de sang, crime en Bretagne. Et je ferai appel à lui pour le débrief. La réalisation est signée Céline Lebras. Europe 1, Christophe Andelatte. Nous voilà à Port-Louis dans le Morbihan, un matin d'août 1922, dans un quartier qui s'appelle Locmalo. Venez avec moi et entrons ensemble dans l'épicerie de la veuve Kerlot. C'est la petite boutique là, qui fait à la fois alimentation et droguerie. Venez. La veuve Kerlot, c'est la dame là, au comptoir. Son mari est mort dans les Dardanelles pendant la guerre de 14. Et la jeune fille là à côté d'elle, eh bien c'est sa fille unique. Edwina a 12 ans. Elle a décidé de lui confier la boutique pour la journée. Je m'en vais à Lorient, ma petite chérie. Je vais t'acheter les robes que tu m'as demandées. Oh, maman, merci, merci, t'inquiète pas. Je vais m'occuper de tout bien comme il faut, promis. T'inquiète pas. Elle est toujours inquiète, la veuve Kerlot. Edwina est tout ce qui lui reste depuis la mort de son mari. Mais à 12 ans, il est bien normal qu'elle veuille quitter ses habits de paysanne pour s'habiller à la mode des élégantes de la ville. Au cas où, Edwina, j'ai pris l'argent de la caisse. T'en es pas trop. On sait jamais. Faudrait pas qu'il y ait un voleur qui vienne quand je suis pas là. Et la veuve Kerlot s'en va prendre la navette maritime en direction de l'Orient. Quelques heures plus tard, un cri déchirant résonne dans tout le quartier. Et les gens du bourg voient une femme sortir de l'épicerie affolée. « C'est Edwina! On l'a tuée !» Les gens accourent de tous les côtés. Et ils entrent dans l'épicerie. La scène est horrible. Edwina est allongée derrière le comptoir dans une mare de sang. Elle a une plaie béante sur la tempe. Mais elle n'est pas morte. Ses lèvres pleines de sang bougent encore, mais sans émettre le moindre son. On appelle deux médecins, mais trop tard. Je crains de pas pouvoir faire grand-chose. Elle est encore vivante, mais elle va mourir, la pauvre petite. Malheureusement. On monte Edwina agonisante dans sa chambre, et les deux docteurs l'examinent à nouveau. Je crois bien qu'elle a été frappée par un objet. Peut-être bien un poids de la balance de l'épicerie. En tout cas, ça lui a défoncé le crâne. La pauvre enfant. Dans la foulée arrivent deux gendarmes de la brigade de Port-Louis. Et juste après, le juge de paix de la commune, accompagné de son greffier. Le juge et les gendarmes commencent par interroger la jeune femme qui a découvert le corps, Amélie Rio. Elle a 20 ans. Ben voilà, je suis venu ce matin chez Mme Kerlot acheter du café. La petite Edwina, elle m'a servi. Et là, j'ai rien remarqué d'anormal. Après, je suis monté m'occuper de la maison. Je fais ça quand Mme Kerlot n'est pas là. Et quand je suis revenu à la boutique vers 10h30, j'ai appelé. Et la petite, elle n'était pas là. Et là, j'ai regardé derrière le comptoir. La pauvre était dans une mare de sang. Il y en avait qui avaient giclé juste sur les carottes et sur tous les légumes autour. Oh. C'était horrible. Et avant ça, mademoiselle, vous n'avez rien vu? À vrai dire, si. Si, il y avait une femme comme une bohémienne, tout en noir, qui tournait autour de l'épicerie. Cette femme
D'autres gens du quartier l'ont vu. Jean Guénec, par exemple, un apprenti cimentier de 17 ans qui travaille sur un chantier tout proche. Il devait être vers 10h30. Et j'ai vu une femme entrer. Et après, j'ai entendu comme des cris d'enfant. Alors, sur le moment, j'ai cru que c'était la mère qui corrigeait la petite, mais non. Je m'ai trompé. On l'avait tuée, la pauvre. Et à quoi ressemblait-elle, cette femme? Pour dire vrai, elle avait la peau noire, comme une romanichelle, vous voyez? Et elle était habillée tout en noir. Une gamine du village, elle aussi, la petite Railleux, a été témoin de la scène. J'ai vu Edwina, elle était toute en sang, elle cherchait à sortir et quelqu'un, avec le bras plein de sang, refermait la porte. Et ce quelqu'un, à quoi ressemblait-il, ma petite? Mince. Je pense que c'était une femme. Décidément, tout le monde a vu une poulette. La scène qui suit est bouleversante. En début d'après-midi, la veuve Kerlot rentre à Port-Louis. Elle a les bras chargés de cadeaux pour sa fille. Elle arrive devant la boutique et elle voit un attroupement et des gendarmes. Que se passe-t-il? Votre fille, madame, a été victime d'un accident. Elle est blessée. Blessée? Mais c'est quoi tout ce sang? Ma fille est morte? C'est ça? Où elle est? Où elle est? On l'amène à l'étage dans la chambre d'Edwina. Elle la serre fort contre elle, en larmes. Il lui reste un peu de vie. Elle voit ses paupières qui bougent et ses lèvres qui frémissent. Et puis, le regard se vide et Edwina rend son dernier soupir. Elle entre dans ce qu'on appelle dans ces années-là, dans le grand sommeil. L'après-midi même, tout un tas de gendarmes battent la presqu'île. Ils cherchent une romanichelle, dont on leur a signalé la présence dans le coin. Une femme au teint basané, vaguement cartomancienne et un peu colporteuse, dont le signalement pourrait correspondre à la suspecte. Elle aurait, le matin même du meurtre, menacé des habitants du pays qui avaient refusé ses services. Et cette femme connaissait la boutique de la mère Kerlot. Elle savait sans doute qu'Edwina était seule quand sa mère s'absentait. Mais elle ne pouvait pas savoir, évidemment, que la caisse était vide. Car c'est pour l'argent, bien sûr, que la petite a été tuée. On a retrouvé la caisse ouverte dans laquelle il n'y avait que 20 francs. Et l'appartement au-dessus a été entièrement fouillé. Le lendemain, une touriste en vacances dans le coin, Madame Philippot, apporte un témoignage très intéressant. Alors je suis passé à l'épicerie vers 9h30 pour acheter une brosse. Et là j'ai trouvé Edwina en discussion avec Amélie Rio. D'ailleurs c'est elle qui m'a servi, Amélie. Et alors, cette demoiselle, je l'ai recroisée après le crime. Eh bien, elle avait du sang plein sa robe. Elle m'a dit qu'elle venait de découvrir le corps de la petite, qu'elle s'était tachée de sang en la relevant. Et elle m'a dit, je vais me changer, parce qu'on serait capable de dire que c'est moi qui l'a tuée. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Tiens, Amélie Rio, qui a découvert le corps, pourrait être mêlée à ce crime. Un brigadier se rend tout de suite chez elle. Mademoiselle Rio, une dame dit qu'elle vous a vue couverte de sang après le crime.
et que vous lui avez dit que vous alliez vous changer de peur d'être accusé. Cette femme n'a pas menti. C'est bien ce qui s'est passé. Quand j'ai relevé la petite pour lui porter secours, je me suis mis du sang partout. Mais je vous jure que j'ai rien à voir. Elle confirme devant le juge qu'il la relâche en fin d'après-midi. Entre-temps, on a retrouvé la Romanichel. Les journaux l'accusent déjà, une bohémienne, évidemment. Mais ça n'est pas elle, la meurtrière. C'était une piste bien commode, mais ça n'est pas elle. Alors, qui ? Les gendarmes de Port-Louis viennent de recevoir le renfort d'inspecteurs de la brigade mobile de Rennes. Ils reprennent l'affaire à zéro et se focalisent sur les témoignages. Tous disent qu'ils ont vu une femme, puisque ça n'est pas la Romanichel. Et si c'était Amélie Riault, finalement ? D'abord, c'est une amie de la veuve Kerlot et de sa fille. Et puis, c'est une fille intelligente, mais elle a très mauvaise réputation. Elle a des dettes auprès de ses amis et ne les rembourse pas. Oh, elle me doit de l'argent, il vient jamais. Ah, ça pour acheter des robes à la mode, c'est pour la dernière. Mais pour me rendre mon argent, il n'y a plus personne. Donc la donzelle a des dettes, et ça nous fait un mobile. Mais à côté de ça, depuis la mort d'Edwina, elle a été exemplaire. C'est elle qui l'a veillé et qui a lavé le corps. C'est elle aussi qui a mené le cortège jusqu'au cimetière. On a du mal à l'imaginer en meurtrière d'une enfant de 12 ans. Et pourtant, les gendarmes viennent de trouver un nouveau témoin. Une habitante du quartier, Madame Jaouen, qui connaissait la petite Edwina et qui connaît personnellement Amélie Riault. Elle dit que le matin du meurtre, elle a vu dans la boutique Amélie se laver les mains pleines de sang dans un seau. Aussitôt, le juge d'instruction convoque Amélie. Il la place en garde à vue et il décide de la confronter à son accusatrice. Je répète ce que j'ai dit, monsieur le juge. Oui, j'ai vu Amélie Riault s'y présente, les mains pleines de sang et se les laver dans un seau. Amélie Riault a l'air troublée, mais elle ne se démonte pas et nie en bloc. Et le juge l'autorise à rentrer chez elle en début de soirée. Mais il change d'avis et vers 1h du matin, il envoie un gendarme la réveiller et la ramener. Il l'interroge toute la nuit, et toute la nuit, elle nie. Et puis vers 7h du matin, épuisée, elle finit par craquer. Oui, c'est bien moi qui l'ai tuée. La jeune femme marque une pause, elle hésite et elle ajoute « Mais j'étais pas seule. » Ah bon ? Et qui était avec elle ? Elle désigne un habitant du quartier, un bon père de famille qui est aussitôt interpellé. Mademoiselle Amélie Riault dit que vous avez commis le meurtre de la jeune Edwina Kerlot avec elle. Dit-elle vrai ? Vous dites quoi ? Vous dites quoi, que j'ai tué la petite ? Et là, il tombe à genoux dans le bureau du juge et il hurle son innocence. C'est des menteries. J'étais pas là. Je vous le jure. On vérifie son emploi du temps et il n'a pas menti. Cette Amélie Riault raconte n'importe quoi. Maintenant que nous savons que vous étiez seule, mademoiselle, dites-nous donc ce qui s'est passé dans les détails. Je vais tout vous dire. Voilà. Je suis rentré dans la boutique La Veuve Kerlot pour prendre la caisse. Je suis passé derrière le comptoir. Et là, la petite, elle m'a surprise. Et elle m'a traité de voleuse. Je lui ai dit, j'ai besoin d'argent, je te le rendrai le soir.
Elle m'a dit non, je le dirai à maman. C'est ça qui m'a mis en colère. Alors d'abord je l'ai giflé. Et puis j'ai pris un marteau de l'épicerie et je l'ai frappé. Elle a essayé d'aller à la porte, je l'ai rejeté en arrière. On a roulé toutes les deux derrière le comptoir. Je lui ai donné un nouveau coup avec un marteau. Et elle bougeait plus. Ah ben voilà. Elle l'a tué pour régler une dette de 200 francs qu'elle n'arrivait pas à rembourser. Et on apprend au passage qu'elle a aussi volé plusieurs fois certaines de ses amies. Reste à résoudre la question de la préméditation. Est-ce qu'elle avait prévu de la tuer si elle résistait? Ou bien est-ce qu'elle l'a tuée parce qu'elle résistait? Eh bien, on verra ça au procès. Le procès d'Amélie Riault s'ouvre dans l'après-midi du 8 décembre 1922 devant la cour d'assises du Morbihan. L'affaire est rarissime. Une belle jeune fille accusée d'avoir battu à mort avec un marteau une enfant de 12 ans. C'est rare. Et donc il y a un monde fou qui veut assister au procès, dont une partie de la bonne société de Vannes où se trouve le palais de justice. C'est maître Fichot du barreau de Lorient qui défend Amélie. Faites entrer l'accusé, je vous prie. Il est 15 heures. Encadrée par 2 gendarmes, Amélie Riault entre dans le box, élégante et lancée, mais le regard dur. Elle s'est collée une fourrure autour du cou dans lequel elle tente de dissimuler son visage. Vous appartenez, mademoiselle, à une très honorable famille très estimée à Locmalo. Vous êtes la dernière d'une famille de 10. En août dernier, vous étiez déjà fiancée et vous deviez vous marier en octobre. C'est cela? Oui. Le président raconte alors que comme son père était marin-pêcheur et qu'il était souvent dehors, c'est elle qui dirigeait la maison. Et il dit qu'elle en a profité pour faire des dépenses exagérées et contracter des dettes. Ce vendredi 4 août, vous aviez un besoin pressant de 200 francs. Et pourquoi? Vous avez déclaré que c'était pour acheter du linge, de la dentelle et des chaussures pour votre trousseau de mariage. Oui. Oui, c'est cela. Eh bien, non. Ça n'est pas exact. Votre père a affirmé qu'il avait l'intention de vous amener à Lorient pour faire vos achats de mariage. La vérité, mademoiselle, c'est que vous deviez rembourser une dette à votre tante d'une somme de 200 francs que vous lui aviez empruntée. Vous saviez que Madame Kerlot venait de toucher sa pension. Vous saviez qu'elle avait vendu un piano mécanique. Et vous saviez où elle ramassait ses économies. Et vous saviez aussi, mademoiselle, qu'elle devait se rendre à Lorient. Non, je ne le savais pas. Si vous le saviez. Et des témoins viendront nous le dire. Le président détaille ensuite les différentes versions livrées par Amélie aux enquêteurs et aux juges d'instruction. Une succession de mensonges. Tout paraît démontrer, mademoiselle, que vous avez frappé l'enfant de sang-froid, probablement par derrière, au moment où il était inattentif à ce que vous faisiez. Non! Non! Ne vouliez-vous pas l'atteindre au premier coup? Le sang n'a-t-il pas giclé sur vos bras? Si. De sang-froid. Vous avez pris toutes les précautions pour fermer toutes les issues, puis vous avez retourné l'enfant, vous l'avez traîné derrière le comptoir, et vous l'avez frappé encore, n'est-ce pas vrai? Si. Lorsque vous avez cru qu'elle était morte, vous êtes monté au premier étage et vous vous êtes aussitôt dirigé vers l'armoire. Vous l'avez débarrassée du linge qu'elle contenait, et vous avez retiré le tiroir. N'est-ce pas vrai? Oui. Et où était la petite Kerlot à ce moment-là? En bas. Messieurs les jurés, appréciez. Amélie s'enfonce.
Et le président a marqué des points déterminants qui tendent à prouver, si ce n'est la préméditation, au moins la détermination meurtrière de l'accusé. Et l'avocat général enfonce le clou, en évoquant notamment ce moment où elle est tombée en larmes dans les bras de la veuve Kerlo, en lui disant « Quel abominable crime on a fait là !» Dans le box, Amélie blêmit et elle baisse la tête. Tout ça ne lui est pas très favorable. Amélie est ensuite confrontée aux 27 témoins qui se succèdent à la barre. Le premier est le docteur Privat de Fortune. Il est le directeur de l'asile d'aliénés de l'Évêlec. Il l'a examiné avec 2 confrères. L'accusé ne présente aucune tare d'infériorité d'ordre physique, psychique ou moral. Elle est donc pleinement responsable de ses actes. Et ensuite, on fait défiler toutes les créancières qu'elle n'a jamais remboursées. Madame Bénézec, Madame Joannin, Mademoiselle Caudal, Madame Guillon, la sœur d'Hélène Kerlo, et Madame Gégouzeau, la propre tante d'Amélie. Le lendemain, survient l'épisode le plus poignant de ce procès. La déposition d'Hélène Kerlo, la maman. À Lorient, on m'a prévenu que ma fille était malade. Ça m'étonnait bien. Quand je suis arrivé au débarcadère, tous les enfants me regardaient. Et puis quand je suis été à 300 mètres de la maison, j'ai vu toute la foule qui l'entourait. Il y a le feu, je me suis dit. Mais il n'y avait pas de fumée. Voilà. Je suis monté et j'ai trouvé ma pauvre petite qui mourait. Je lui ai dit, mignonne, qui t'a fait cela? Elle a essayé de me faire comprendre, mais elle n'arrivait pas à parler. Je me suis assise à son chevet. La première personne que j'ai vue, c'est Amélie Riou. Elle m'a embrassé et elle m'a dit « Oh, Madame Kerlo, quelle chose abominable !» Mais moi, je vous le dis, j'ai pas voulu l'embrasser. Il y a quelque chose qui m'en empêchait. Je lui ai dit « Vous n'avez vu personne alors que vous étiez là toute la journée ? Comment ça se fait ?» Et là, elle m'a parlé de cette histoire de bohémienne. Mais je lui ai dit, il fallait prévenir, puisque vous l'avez vu. Ce que la mère veut dire, c'est qu'elle a soupçonné Amélie Riou dès le début, sans le formuler, mais au plus profond d'elle-même. Vient ensuite le médecin légiste qui a autopsié Edwina. La petite portait sous les bras des ecchymoses et sur le crâne des lésions épouvantables. 2 blessures sur le même emplacement au niveau pariétal. Et par ailleurs, j'ai relevé 12 blessures faites avec un acharnement inouï. Les derniers témoins entendus sont ceux cités par la défense. Mais en vérité, ils ne peuvent rassurer la cour que sur la respectabilité de Joseph Riou, le père, pas sur celle d'Amélie. Le président donne ensuite la parole au bâtonnier Sauret, avocat de la partie civile, avocat de la veuve Kerlo. Et il commence par s'en prendre, non pas à Amélie Riou, mais à son père. Amélie avait 20 ans. Elle était donc mineure au moment des faits. Et donc, la responsabilité incombe au père. Et nous demandons à la Cour de le condamner à 10 000 francs de dommages et intérêts. Quant à Amélie Riou, je vous demande pour elle une sanction exemplaire.
car Edwina était une pupille de la nation. Elle était notre pupille. La voix de son père décédé s'élève et demande pourquoi on a tué son enfant qui demeurait après lui la seule consolation de sa mère. Et il conclut en faisant passer au juré la photographie d'Edwina en costume de première communiante. Et puis le procureur d'Arets prend la parole. Amélie Riault est une femme coquette, orgueilleuse et frivole. Messieurs les jurés, aux 3 questions qui vous seront posées, vous répondrez oui. Et dès lors, ce sera la peine de mort. À moins que vous n'admettiez des circonstances atténuantes, ce que les populations ne vous pardonneront pas. La peine de mort, donc. Sachant qu'en France, les femmes ne sont jamais exécutées. Ce qui est une manière de déculpabiliser les jurés. Il conclut comme l'avocat de la partie civile en faisant circuler parmi les membres du jury une photo de la veuve Kerlot en larmes sur la tombe de sa fille, creusée à côté de celle de son mari défunt. Il ne faut pas, pendant que cette mère sera toute à sa douleur, qu'un geste de clémence du jury lui permette un jour d'être frôlé par Amélie Riault et ses colifichets. Au plus abominable crime qu'on puisse imaginer, doit correspondre le plus grand châtiment, le châtiment suprême, la peine de mort. Le président annonce une suspension d'audience et les débats reprennent avec la plaidoirie de maître Fichot, l'avocat d'Amélie. Son père est un marin pêcheur, et donc toujours absent. Et puis elle a grandi dans une fratrie de 10 enfants. Et enfin, sa mère est disparue de manière précoce, et dès lors, nous dirons qu'Amélie a été une enfant à moitié abandonnée. Et ensuite, il chercha à écarter toute préméditation. Amélie n'est pas allée à l'épicerie Kerlot dans le dessein de tuer. La fatalité a voulu qu'elle trouve devant elle la petite Edwina qui a défendu les intérêts de sa mère. Alors, ne pouvant accomplir son dessein de vol, elle a prévu la dénonciation de son acte, elle a vu rouge et elle l'a tué. Je demande au juré de lui accorder les circonstances atténuantes au nom du fait qu'elle est toujours une enfant, une jeune fille. Je vous le demande au nom de sa famille et de son pauvre père, vieux brave homme, qui a toujours joui de l'estime de ses concitoyens. Et puis le président se tourne vers Amélie pour la question rituelle. Levez-vous, je vous prie, mademoiselle. Avez-vous quelque chose à ajouter? Je regrette infiniment. Après 3 quarts d'heure de délibération, le jury revient dans la salle. Et la réponse, c'est qu'Amélie est coupable, sans circonstances atténuantes. Elle est donc condamnée à mort. Et là se produit un étrange incident. L'avocat d'Amélie, maître Fichot, se lève. Je veux dire ici que durant la délibération, les jurés ont convié la cour, le procureur et moi-même pour nous annoncer leur intention de condamner Amélie à une peine perpétuelle. Alors les jurés ont beau dire que c'est parce qu'ils n'avaient pas compris l'une des questions de l'accusation. Il n'empêche que cela contrevient à la loi. Vous avez raison, maître.
Et je demande à la Cour de délibérer à nouveau. Mais au bout, ça ne change rien. Les jurés rejettent les circonstances atténuantes. Et Amélie est donc condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Quant à son père, il est reconnu civilement responsable pour sa fille et doit s'acquitter des dommages et intérêts réclamés par les victimes. Dans la salle, quelques applaudissements fusent alors que la silhouette élégante d'Amélie disparaît entre les larges épaules des gendarmes qui l'escortent vers un avenir sombre. Finalement, la peine d'Amélie Riault sera ramenée à 20 ans de travaux forcés, qu'elle va purger à la prison des femmes de Rennes, où elle sombre dans la folie. Et la malédiction s'abat décidément sur cette famille, puisque l'un de ses jeunes frères, Julien, victime d'une crise de démence, met le feu à sa maison de Port-Louis en 1930. Et il est condamné à son tour par la cour d'assises du Morbihan à une... Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Cette histoire, je l'ai tirée de votre livre, Christophe Belzer, d'Écume et de sang, crimes en Bretagne, qui paraît aux éditions de Boré. Où est-ce que vous l'avez déniché, vous, cette histoire ? Alors, je l'ai déniché dans les archives départementales du Morbihan, qui conservent les archives de la justice. Et donc, je participais à une collection pour les éditions de Boré sur les crimes dans les départements. Donc, moi, j'étais chargé de développer plus spécifiquement les départements bretons. Et donc, il fallait que je trouve des faits divers sensationnels, mais qui étaient un peu tombés dans l'oubli. Mais celui-là, vous le trouvez aux archives, ou vous allez aux archives en ayant entendu parler de cette affaire ? Non, j'en avais absolument pas entendu parler. Après, je regarde le listing des crimes qu'on peut trouver dans les cours d'assises, dans les sessions. C'est des archives de presse aussi. Et puis, il y a l'intuition qu'il y a quelque chose de particulier dans le cas d'Amélie Riault. Et effectivement, en me penchant spécifiquement sur cette affaire, je me suis aperçu, comme vous le disiez tout à l'heure, de la rareté de ce cas d'une jeune femme, mineure à l'époque, qui tue une enfant. Vous êtes historien, donc évidemment l'émotion d'ouvrir un dossier qui n'a pas été ouvert depuis longtemps, vous la connaissez, mais ça doit être quand même sacrément touchant d'ouvrir un dossier que finalement personne n'a jamais consulté depuis 1922. Oui, c'est toujours, encore une fois, dans n'importe quel, comme vous le dites, pour un historien, trouver les clés d'une énigme, d'une recherche, c'est toujours déjà très enrichissant, enthousiasmant, et puis là, il y a un côté extrêmement tragique, et j'avoue que j'étais touché et ému par la mort de la petite Édouard. C'est quelque chose, effectivement, quand on lit le compte-rendu dans la presse. Alors, le compte-rendu du procès, justement, c'est dans la presse, on est d'accord. C'est très couvert à l'époque ? Oui, c'est très couvert. À l'époque, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, dans la presse locale, les procès d'assises font la une des quotidiens ou des hebdomadaires, et à l'intérieur, on peut avoir jusqu'à 4, 5, 6 pages consacrées à la fois aux sessions d'assises et aux affaires les plus sensationnelles. En cours d'enquête. Presse nationale, il y en a ? Oui. Il y a des correspondants. Alors, en fait, la presse nationale n'envoie pas forcément de journalistes, mais ils peuvent avoir des correspondants sur place. Donc, mais effectivement, la presse nationale couvre les faits divers les plus sordides, dans ces années-là. Oui, tout à fait. Alors il faut qu'on parle, Christophe Belzer, de la bohémienne, moitié donc cartomancienne, moitié colporteuse, qui est d'abord accusée du crime. C'est un classique du genre, je suppose, à l'époque, c'est-à-dire que la Romanichel est responsable de tous les maux. Là, on est tout à fait dans le problème de l'altérité dans les petites villes. Bon, là, c'est une ville portuaire, mais c'est valable aussi dans les campagnes, c'est-à-dire que l'étranger est vécu souvent comme une menace ou un danger pour les populations locales. Et il y a beaucoup de fantasmes autour, effectivement, du bandit de grand chemin, de la Romanichel qui est à la fois un peu sorcière et voleuse à la fois. Donc, effectivement, on est sur l'image du bouc émissaire ou de la coupable idéale. C'est un classique qu'on retrouve dans énormément d'affaires criminelles, que ce soit de vol ou d'assassinat ou de meurtre.
où on va rejeter la faute sur quelqu'un qui est forcément étranger à la communauté. D'ailleurs, au passage, est-ce qu'il y avait des romanichels, beaucoup de romanichels en Bretagne dans ces années-là? Non, il peut y avoir des camelots, effectivement, il y a quelques nomades, des petites communautés gitanes, mais c'est quelque chose de très très marginal. Mm. C'est d'autant plus parce que c'est marginal que on fantasme énormément sur des gens qu'on connaît absolument pas. Et dans l'appellation romanichel, on englobe simplement des femmes qui peuvent courir un peu le pays pour effectivement vendre des colifichets, des objets, dire la bonne aventure, se prostituer ou voilà, chercher un travail. Hein. C'était effectivement des travailleurs itinérants, il y en avait beaucoup plus que de romanichels, ça c'est sûr. Alors, il y a quelque chose dans ce crime qui est très bouleversant, c'est que le père donc d'Edwina est mort pendant la guerre de 14 et que sa mère n'a plus qu'elle. Et du coup, je pense qu'on ne peut pas sortir cette histoire du contexte de l'après-guerre. Ah bah là, de toute façon, oui, c'est le souvenir est encore vif. La Bretagne a payé un prix particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, où il y a des estimations qui peuvent être discutées aujourd'hui de plusieurs dizaines de milliers, voire jusqu'à 200 000 Bretons tués pendant la Première Guerre mondiale. Donc, effectivement, les campagnes, les petits villages ont d'ailleurs, comme dans toute la France, il y a un monument aux morts. Et quand on regarde la liste, c'est vraiment spectaculaire, avec notamment des fratries entières qui sont décimées, qui sont tombées pendant le conflit. Donc, oui, c'est une destinée terrible pour Hélène Kerlot de perdre à la fois son mari et puis Et sa seule fille. et sa seule fille, parce que justement, elle est veuve et qu'elle n'est pas mariée, donc elle n'a pas pu avoir d'autres enfants, ce qui est très rare, les enfants uniques à l'époque. Hein. Ouais. Il y a un taux de natalité qui était très fort en Bretagne, donc c'est une double destinée terrifiante et terrible pour cette femme. Ouais. Alors, je veux qu'on parle de la psychiatrie à l'époque, parce que donc le psychiatre vient dire l'accusé ne présente aucune tare d'infériorité d'ordre physique et psychique ou moral, mais quand même l'idée que son frère aussi, qu'elle d'abord est finie folle en prison, que son frère aussi ait fait l'objet d'une crise de démence et mis le feu à la maison familiale, suggère que peut-être quand même dans cette famille, il y avait un atavisme d'origine psychique. Mais la psychiatrie était dans quel état à l'époque ? On ne parlait pas encore de psychiatrie, on parlait d'aliénistes plutôt. Alors, je ne veux pas généraliser, hein, il y avait des aliénistes qui étaient tout à fait compétents. Là, je n'ai pas étudié le cas. Le cas de cet aliéniste-là. Oui, voilà, mais c'est vrai que dans beaucoup de procès, on allait à l'essentiel, c'est-à-dire que on posait des questions, on faisait un questionnaire à la prévenue, et puis on n'élargissait pas forcément au cadre familial, au contexte, aux ancêtres, s'il y avait effectivement des tares génétiques. Après, est-ce qu'il y avait vraiment un problème psychiatrique, mental dans la famille ? Moi, je pense qu'elle a perdu elle peut avoir perdu la raison en fonction de l'horreur de son crime. Elle a pu tout à fait se rendre compte en prison de la gravité des faits. Et ensuite, je pense que pour des femmes qui tuent d'enfants, avec les co-détenus, ça ne doit pas être facile tous les jours. Donc, il se peut aussi que ça a été précipité par sa condamnation. Très très jeune, hein, on le rappelle, 20 ans, enfermée comme ça pendant 20 ans, elle a pu très bien ne pas tenir le choc. Mais c'est vrai par contre que dans beaucoup d'affaires, hein, comme j'ai travaillé sur beaucoup d'affaires bretonnes, les expertises psychiatriques étaient parfois très très sommaires. Ouais, en 1922, rappelons-le. Elle est incarcérée à la maison d'arrêt pour femmes de Rennes, une prison qui existe toujours et qui n'accueille toujours aujourd'hui que des femmes. Oui, c'est une des rares en France, dans des nouveaux locaux. Hein, c'est plus la vieille prison qui est près de la gare. Non, ils sont en train de la réhabiliter pour en faire, je crois, des logements. Et il me semble qu'il y a maintenant de nouveaux bâtiments modernes. Est-ce que vous savez par quel truchement Amélie Riault a vu sa peine réduite à 20 ans de travaux forcés ? C'est une procédure d'appel qui a dû être faite par son avocat et qui suit la procédure de grâce et de remise de peine. Vous savez pas ce qu'elle est devenue à la fin de sa peine ? Non, c'est compliqué d'avoir accès à tous les dossiers pour des personnes mineures, puisque ça concerne 2 mineurs pour l'époque, hein, Edwina et donc la victime et puis
sa meurtrière, Amélie. Donc, mais Vous voilà. n'avez pas retrouvé son dossier carcéral? Non, j'ai pas retrouvé son dossier carcéral, qui est encore une fois, qui n'est pas accessible pour le grand public, même pour certains chercheurs, sauf dérogation spéciale. Mais je me suis laissé entendre dire qu'elle n'avait pas survécu à sa détention. C'est intéressant ce que vous venez de dire, c'est-à-dire c'est un crime de 22. On est exactement 100 ans plus tard. Oui, tout à fait. 100 ans plus tard, on ne peut pas impunément aller fouiller dans les archives. Alors, il y a eu des réformes qui ont facilité l'accès aux archives, mais normalement, les crimes d'assises, enfin les jugements d'assises, quand j'ai commencé à travailler à la fin du XXe siècle, déjà un petit bout, on ne pouvait pas accéder avant un siècle au dossier. Au dossier d'assises. Non, j'exagère. Je crois que c'est 70 ans maintenant. Oui, c'était 70 ans. Et là, les choses ont été quand même ramenées un petit peu à des plus justes, je dirais, mesures. Et on peut maintenant travailler un peu plus facilement. On a plus facilement des dérogations, qui permet quand même aux chercheurs de pouvoir travailler sur des affaires particulières, parce que sur certains cas, encore une fois, c'est encore plus compliqué avec les mineurs, parce que là, encore une fois, il y a une double protection pour protéger les victimes. Enfin, 100 ans après, on ne va pas leur causer beaucoup de tort. Non, bien sûr, mais c'était une règle qui a été dictée par le législateur à l'époque. Donc, mais là, effectivement, on a laissé, comme en France, beaucoup de règles qui méritaient d'être réformées, modernisées et adaptées à l'époque. Et maintenant, c'est plus facile de travailler à la fois avec les archivistes et puis avec le droit. Quand vous allez aux archives départementales, c'est ça, vous allez voir l'archiviste et vous lui dites qu'est-ce que vous avez comme affaire criminelle. C'est lui qui vous aide à les trouver ou il vous ouvre un rayonnage? Dans certains cas, effectivement, il y a eu des recherches internes sur le fonctionnement de la justice où ils connaissent un peu les dossiers, mais là, on parle de savoir qu'il y avait 4 sessions d'assises par an. Moi, je travaille essentiellement sur une période qui va du début de la Troisième République jusqu'à, on va dire, aux années 60-70. Donc, ça représente des centaines, voire des milliers de cas, parce que sur une session d'assises, il peut y avoir 1 ou 2 cas, mais 15-20 également par session. Donc, en fait, c'est un travail de fourmi. On recense, on revient, et puis on lit la presse aussi. Et la presse, c'est un peu plus facile que quand j'ai commencé, parce que l'outil informatique permet de faire des recherches ciblées avec des mots-clés, notamment sur le site de la Bibliothèque nationale, qui a mis en ligne, c'est un outil formidable, toute la presse quotidienne, régionale et nationale, depuis le 19e et du 20e siècle, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc là, c'est un outil qui est très performant et c'est une aide pour les chercheurs qui est extraordinaire. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir fait ce travail qui me permet aujourd'hui de raconter cette histoire. Je rappelle le titre de votre livre, D'écume et de sang, crime en Bretagne, Christophe Belzer, aux éditions de Boré. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.